Il paraît que toutes les bonnes choses ont une fin, et bien aujourd'hui je vais vous parler d'un appareil photo qui me tient à cœur. C'est lui qui me filme actuellement et je l'aime tellement que j'en ai même pris deux. On va parler du Canon EOS M6 Mark II. C'est parti tout de suite. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent peut-être que j'avais déjà son grand frère, le Canon EOS M6 de première génération. Quand le deuxième génération est sorti, j'avais tellement aimé mon expérience que je l'ai renouvelé avec celui-ci. Alors, dans la boîte de ce Canon M6 Mark II, on ne va pas retrouver grand-chose. On va retrouver l'appareil avec ou sans objectif en fonction du pack que l'on a choisi. On se retrouve avec une batterie, le chargeur de la batterie, la notice et une sangle. Bon, la sangle, je ne l'ai jamais vraiment utilisée, mais tout le reste, c'est assez classique, on va dire. Maintenant, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement qu'est-ce qu'on va retrouver dans la boîte, mais qu'est-ce qu'on est capable de faire avec cet appareil. Alors, je suis très reconnaissant de cet appareil parce que c'est vraiment lui qui m'a permis de me lancer et de rendre professionnel en fait cette activité que j'avais à côté, de prendre des photos et de faire des vidéos. Même les vidéos que vous voyez sur cette chaîne, la plupart ont été tournées et réalisées avec cet appareil photo là. On se retrouve sur un boîtier compact hybride de chez Canon qui embarque un capteur APS-C de 30 millions de pixels. À l'époque, quand il était sorti, il avait énormément de critiques, notamment par rapport à la taille du capteur et au nombre de mégapixels qui étaient apposés à celui-ci. Je n'ai jamais eu de full frame en ma possession, donc je ne peux pas vraiment dire les impacts que l'on va retrouver avec ce type d'appareil-là. Au niveau de la taille et de l'encombrement, on va se retrouver sur un boîtier très compact. C'est tout ce que moi j'aime. Alors, je ne suis pas très fan des gros appareils photo, j'aime bien les petits appareils photo. Et c'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié avec son grand frère, que j'apprécie aussi avec lui. Il est assez petit. Lorsqu'on lui met un objectif de très petite taille, un pancake, on a la possibilité de le mettre dans une poche de veste sans que ça fasse quelque chose de trop boursouflé. Mais effectivement, ceux qui ont de grandes mains ou de grands doigts vont forcément se retrouver un peu sur leur faim parce que l'appareil est très petit et pareil, les boutons qui sont à l'arrière aussi sont très petits. Au niveau de l'arrière, on va se retrouver avec en première partie le grand écran sur la partie gauche qui est inclinable vers le haut mais également 45 degrés vers le bas. À côté, on va se retrouver avec un ensemble de boutons, donc sur la partie droite, qui vont nous permettre de pouvoir accéder à une grande partie des différents menus de l'appareil. Alors, de chaque côté, côté gauche, on va se retrouver avec une entrée micro et une entrée pour la télécommande. Au niveau du côté droit, on va se retrouver avec une prise USB-C pour pouvoir décharger les photos et également une prise micro HDMI si on veut pouvoir retirer le signal qui sort de l'appareil. Au niveau du dessus, sur l'épaule gauche, on va se retrouver avec le flash, le tout petit flash rétractable. Au milieu, on va se retrouver avec la griffe porte-accessoires qui va pouvoir, on va en parler un peu plus tard, mais qui est multifonction, voilà. On va se retrouver après dans la partie droite avec le petit switch qui permet d'allumer l'appareil. À côté, la molette rotative pour pouvoir changer un réglage. Un petit bouton ici qui va nous permettre de changer différentes fonctions. La petite molette pour pouvoir changer les différents modes. Et à l'avant, on a une petite molette autour du déclencheur, ainsi qu'un bouton multifonction que l'on peut programmer. Voilà. Au niveau de tout ce qui est boutons, on a quand même pas mal de boutons que l'on peut mapper de façon différente. Et ça, c'est plutôt intéressant, je trouve. À l'avant, il n'y a rien de particulier à part le bouton qui permet de desserrer la bague afin de pouvoir changer d'objectif. Et en dessous, on va se retrouver avec le pas de vis qui te permet de pouvoir mettre un trépied, mais également le logement pour la carte mémoire et la batterie qui se retrouve en un seul emplacement. Alors, je ne vais pas revenir forcément dans le détail de la fonction de chacun de ces boutons-là, mais je vais vous parler de ces quelques petits boutons qui ont des fonctions particulières que j'apprécie. Si on se met par exemple au niveau de l'arrière, j'apprécie le petit switch là qui te permet de passer très rapidement et très simplement du mode manual focus au mode autofocus, avec un petit bouton aussi qui se retrouve au milieu qui te permet de faire directement la mise au point. Il va être l'équivalent de l'appui à demi-pression de ton déclencheur. Et ça, c'est un bouton que j'ai trouvé assez pratique, qui ne se trouvait pas sur le grand frère, mais qui se retrouve sur ce modèle-là, et qui est quand même assez cool. Le reste des boutons, c'est assez classique. On peut naviguer dans les menus, aller voir ses photos, les supprimer. Une couronne qui te permet de pouvoir naviguer assez simplement et qui fait office également de D-pad. Donc, on peut faire haut, bas, gauche, droite. Et après, des boutons assez classiques, on ne va pas en parler. Au-dessus, moi, par contre, j'ai un petit bémol. On se retrouve avec cette espèce de molette avec un bouton au milieu qui est multifonction. Et en fait, ce que cela va vous permettre, c'est d'appuyer sur le bouton du milieu, de passer d'un réglage à l'autre et de le changer en fait d'une seule main. Alors, grosso modo, comment ça fonctionne? J'appuie sur le bouton pour faire apparaître mes différents menus, ISO, balance des blancs, etc., etc. Avec la molette ici, je vais naviguer dans ces différents menus et avec celle-là, je vais changer la valeur. Donc, c'est plutôt cool parce que ça permet de faire toutes les manipulations à partir d'une seule main. Mais quand même, ce que j'aimais bien avec le grand frère, c'est qu'à la place de ce bouton, avant, on avait directement deux molettes en fait. On avait une molette pour faire un réglage et par-dessus une molette pour changer l'exposition. Et j'appréciais particulièrement le fait de pouvoir directement changer mon exposition sans avoir à passer dans un menu ou dans un sous-menu. Ça va dépendre des personnes, c'est complètement subjectif, mais pour ma part, même si je comprends le principe de manipuler toutes les fonctions directement avec un seul bouton, je préférais quand même avoir des molettes dédiées ou au moins la molette d'exposition qui, elle, me paraît quand même
assez essentielle dans mon usage, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps, bah, j'aimerais directement l'avoir en raccourci comme je l'avais avec le grand frère. Mais soyons honnêtes, dans les faits, ça change pas grand chose. On arrive quand même à se servir de l'appareil et puis bah, à en profiter quoi, tout simplement. Toujours au niveau de tout ce qui concerne un peu le design, mais les fonctions qui sont associées au design, je vous avais parlé également de la griffe porte-accessoires ici, qui est multifonction. Comme d'habitude, on peut mettre tout accessoire qui est en caoutchouc. Je viens glisser à l'intérieur, ça me permet de pouvoir joindre par exemple un micro que je vais relier à ma caméra si je veux améliorer le son de la caméra. Mais j'ai également la possibilité de mettre d'autres types d'accessoires, parmi lesquels le micro de chez Canon, qui dispose directement d'une interface dans sa partie en bas ici. Et lorsque je vais le brancher, les connecteurs vont se connecter avec les connecteurs qui sont dans la griffe ici, afin de pouvoir transmettre directement le son dans l'appareil, sans avoir besoin d'un câble, comme ce que je peux faire actuellement sur la caméra qui est en train de m'enregistrer. On pouvait également mettre différents types d'accessoires qui te permettent de pouvoir commander un flash déporté. Voilà, c'est quelque chose que j'utilise en mariage par exemple. L'accessoire va venir se mettre au-dessus, pareil, va communiquer avec les pins qui sont dessus, afin de pouvoir transmettre tout ce qui est information de synchronisation au flash. Et enfin, le dernier accessoire, mais le truc qui me semble moi être le plus important, c'est quelque chose que j'ai en ma possession, c'est ça, le petit viewfinder pour toutes les personnes qui aiment et qui préfèrent shooter en regardant directement dans l'œil du viseur. Il y avait un viseur qui était vendu aussi en accessoire, qui lui aussi pareil contient toutes les différentes connectiques directement à son embase. Je vais venir le mettre dans la griffe porte-accessoires. Les connecteurs rentrent en contact et ça permet de transmettre directement le signal vidéo dans l'œilleton ici afin de pouvoir prendre des photos, on va dire d'une façon un peu plus classique. Bien évidemment, il y a un gros défaut que l'on va retrouver avec cette griffe porte-accessoires. Peu importe l'accessoire que l'on va mettre dessus, une fois qu'on aura branché quelque chose dessus, ça limite énormément les possibilités de déploiement de notre écran ici. Et ça, c'est quand même assez dommage. C'est également une des raisons pour lesquelles cet appareil n'a pas été beaucoup plébiscité par rapport à celui qui était dans la gamme et qui était à peu près similaire, mais qui lui avait non seulement un viseur directement intégré, mais également un écran qui se retourne sur le côté. À mon sens, tout ça, ça n'empêche pas d'apprécier l'appareil, d'autant plus qu'il a quand même d'autres capacités intrinsèquement, mais bon, ça c'est quelque chose que l'on va voir maintenant. En termes de performance, on se retrouve sur un appareil photo de 32 millions de pixels avec un capteur APS-C, ça fait beaucoup de pixels pour une taille de capteur tel que la PSC, mais après on regardera ensemble ce que ça donne en termes de montée en ISO. Et au niveau de tout ce qui est photo, voilà, on se retrouve avec des couleurs Canon, c'est des couleurs qu'on aime bien, un bon traitement au niveau de tout ce qui est carnation. En rafale, pareil, on a de très très bons résultats. L'appareil dispose d'un mode avec une très très haute cadence qui permet de pouvoir prendre énormément de photos dans une plage de temps très limitée. On a des déchets, mais ça reste quand même assez intéressant. Et pour toutes les personnes qui, comme moi, font du mariage et ont besoin à des moments de figer un instant en particulier et d'être à peu près sûr qu'on a des résultats qui sont très bons en termes de mise au point notamment, c'est un mode que j'ai beaucoup utilisé et que j'ai beaucoup apprécié. Un autre truc qui va nous aider en photo, mais également en vidéo, c'est aussi l'autofocus. C'est quelque chose sur lequel on ne va pas forcément revenir, surtout quand on parle de la marque Canon, mais c'est génial à quasiment tous les points de vue. Quand tu es en photo, c'est assez cool parce qu'il arrive à bien repérer les visages, et ça c'est bien quand tu es dans le mode visage, mais tu as plusieurs modes d'autofocus, et tu peux donc choisir de pouvoir régler ta mise au point uniquement que sur un point de ton image, et ça c'est également agréable. Vu que l'écran est tactile, ça te permet directement de pointer ton sujet et parfois même si tu veux, de déclencher directement depuis ton écran juste en appuyant en fait. Voilà, ça c'est plutôt cool et donc l'autofocus vraiment rien à dire là-dessus. Si on devait émettre effectivement un tout petit bémol, ce serait dans la partie basse luminosité. En basse luminosité, il n'est pas des plus rapides, par contre il est précis. Voilà, il est relativement précis. En général, quand je fais mes lives, je n'ai pas beaucoup d'éclairage. Je suis dans une ambiance qui n'est pas forcément la plus facile pour l'autofocus. Néanmoins, il arrive à faire le focus, c'est juste qu'il prend plus de temps qu'à la normale. En vidéo aussi, c'est pas mal, on peut redire là-dessus, mais il y a quand même un réglage aussi que l'on va retrouver au fin fond des menus que je trouve plutôt cool, c'est la possibilité de régler directement la vitesse de mise au point. Et ça, c'est aussi relativement cool. C'est quelque chose que j'ai utilisé lors d'un tournage. Je vous mettrai quelques images, vous pourrez regarder et puis voir ce que cela permet de faire, mais ça te permet justement de pouvoir changer de sujet très rapidement et d'avoir le point qui se fait également avec l'autofocus. Parce que oui, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, même quand on est professionnel, parfois on utilise les différentes aides automatiques de nos appareils photo. Au niveau de la vidéo, par contre, il y a un peu plus de choses à dire parce qu'il y a pas mal de défauts. On va commencer par le premier défaut, c'est la limitation aux 30 minutes d'enregistrement. Voilà, c'est une limitation
que beaucoup de constructeurs font parce que ça te permet de garder l'appareil dans la catégorie appareil photo et non pas caméscope. Il me semble que tu payes une redevance en plus quand ton appareil est défini comme un caméscope. Pour ne pas avoir à payer cette redevance-là, je ne sais pas qui d'ailleurs, on va faire des appareils qui enregistrent jusqu'à 30 minutes maximum d'un seul coup. Bien évidemment, tu peux enchaîner plusieurs fois 30 minutes de façon indéfinie. Tu seras limité seulement par la durée de ta batterie ou de ta carte mémoire. Donc ça, c'est le premier défaut, ce qui fait que lorsque, par exemple, je suis en multicam et que je dois enregistrer des séances complètes, je suis obligé à chaque fois de lancer un enregistrement sur un appareil, puis sur l'autre, puis de me rappeler que ça fait 30 minutes que j'ai lancé l'enregistrement et donc de repartir sur l'appareil et de redéclencher pour encore 30 minutes. Donc bref, lorsqu'il faut faire des longues captations, clairement, ce n'est pas le boîtier adapté quand on voit tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Deuxième défaut aussi que l'on va rencontrer au niveau de la vidéo, c'est la 4K qui surchauffe. En 1080p et toutes les résolutions inférieures, bien sûr, j'ai absolument aucun problème. Je peux enregistrer plusieurs fois pendant des heures. Pendant des heures, j'ai jamais eu le témoin de surchauffe qui s'est allumé. Alors peut-être que c'est possible, mais pour ma part, ça m'est jamais arrivé tout simplement. Par contre, lorsque tu enregistres en 4K, là, ça peut devenir tout de suite un peu plus dérangeant. Ça dépend des moments, mais on va dire que grosso modo, ce que moi j'arrive à faire, c'est faire un enregistrement de 30 minutes complet. Et lorsque je vais vouloir faire une deuxième séquence de 30 minutes en 4K, c'est pendant cette deuxième séquence-là que je vais avoir mon témoin de surchauffe qui va s'allumer et potentiellement l'appareil qui va s'éteindre à partir du moment où on va juger que c'est trop. C'est un défaut quand même. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que lorsque le témoin de surchauffe s'allume, l'appareil ne s'arrête pas tout d'un coup de fonctionner. Tu peux encore continuer d'enregistrer, enregistrer et le laisser même enregistrer jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Ce qui est cool, c'est qu'avant de s'éteindre, il arrête ton enregistrement, sauvegarde ta prise de vue et après, tu peux revenir dessus. Tu n'as pas peur que toute ta séquence soit perdue parce que l'appareil a surchauffé et s'est éteint. À partir du moment où il s'est coupé, pareil, il faut aussi attendre un certain temps avant de pouvoir relancer un enregistrement en 4K derrière. On en a pour à peu près 6 à 7 minutes, où il faut laisser l'appareil refroidir. Et lorsqu'à partir de ce moment-là, tu vas relancer un enregistrement, tu n'atteindras pas non plus les 30 minutes. En tout cas, c'est mon expérience qui est arrivée à ça. Tu vas être limité à 25 minutes à peu près avant qu'il y ait la surchauffe et ainsi de suite. Alors, entre guillemets, ce qui est à peu près cool, on va dire, c'est que même si ton appareil a surchauffé en 4K, il te suffit juste de baisser la résolution, tu passes en 1080p, et là, tu peux relancer l'enregistrement directement sans avoir besoin d'attendre un quelconque refroidissement de l'appareil. Bon, voilà, ça peut dépanner, mais c'est vrai que quand tu as un appareil 4K, tu as envie d'enregistrer en 4K. Et dernier défaut que l'on va retrouver au niveau de cet appareil, c'est le mode ralenti. On peut filmer en ralenti en 1080p jusqu'à 120 images par seconde, en fonction du qu'on soit en PAL ou en NTSC, Mais le problème quand tu enregistres en 120 images par seconde, c'est tu n'as pas de son. À la limite, on peut se passer, même si je trouve que ça peut être cool d'avoir le son qui fait comme ça. Voilà, on va pas faire tout ça au ralenti. Mais le truc qui est un peu plus grave, à mon sens, c'est que tu n'as plus d'autofocus une fois que tu enregistres comme ça. Donc, tu es limité à ton manual focus. Donc, tu dois bien faire attention à comment ta mise au point est faite. Et des fois, avec des objectifs qui ouvrent beaucoup, tu peux perdre le point très rapidement. Et je ne vais pas m'attarder dessus, mais pour pouvoir mettre en œuvre cette cadence rapide, on est obligé d'aller dans un menu, puis un sous-menu, puis un sous-menu. Alors que tu as une page où tu as tes différentes résolutions, tes différentes frames par seconde que tu peux directement sélectionner, je pense que ça aurait été plus intéressant de mettre cette résolution et cette cadence d'image-là directement parmi tous tes choix de vidéos sans que tu aies besoin d'aller dans des sous-menus. Autre défaut de cet appareil, on va parler également de la batterie. On se retrouve sur une autonomie d'environ 250-300 photos avec une batterie. C'est plutôt cool, mais mon conseil, bien évidemment, c'est de vous procurer plusieurs autres batteries afin de pouvoir passer tout ce qui est événementiel en ayant l'esprit tranquille, tout simplement. Vous avez la possibilité de mettre directement des batteries de la marque Canon. Elles sont plus chères, mais elles sont plus fiables parce qu'on a le témoin d'indicateur de batterie qui te permet de savoir à peu près à quel moment ta batterie va te lâcher. Si tu utilises d'autres types de batteries, en tout cas pour celles que moi j'ai achetées personnellement, elles sont cool, elles sont moins chères. Par contre, elles ont bien moins d'autonomie que les batteries d'origine. Mais tu n'as pas le témoin d'indicateur de ta batterie. Donc, quand il te reste 3 barres, 2 barres, 1 barre, tu ne sais pas forcément le dire. Il existe également d'autres défauts à cet appareil-là. Dans le milieu, c'est ce qu'on appelle le Cripple Hammer chez Canon. C'est des défauts logiciels qu'on va mettre directement dans l'appareil qui sont sur le papier dus à rien parce que tu te dis qu'il n'y a absolument aucune raison logique de faire comme ça, mais simplement Canon le fait et tu ne sais pas pourquoi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dès que tu vas passer sur une gamme supérieure,
en termes de prix forcément, bah, tu vas te retrouver avec ce défaut qui n'existe plus. Et dans ce truc-là, bah, il y a quand même pas mal de choses à dire. En tout cas, il y en a un qui, moi, personnellement, m'horripile. Bah, comme vous le savez, hein, surtout les appareils photo avec l'écran à l'extérieur, bah, vous avez la possibilité de pouvoir naviguer dessus. C'est un écran tactile. C'est un tactile qui est très agréable à utiliser, un peu très proche de ce que l'on a avec le smartphone. Et comme on peut le voir, on a la possibilité de mettre différents menus. Et fatalement, on a la possibilité également de mettre aussi bah, notre niveau. Voilà. Le niveau, c'est ce qui te permet de savoir si l'appareil bah, il est droit ou il n'est pas droit. Et bah, quand je suis dans le mode que j'utilise actuellement, donc l'autofocus sur les visages, tu ne peux pas mettre ton niveau. Pourquoi? Eh ben, je ne sais pas. Dès que je sors de ce mode, eh ben, je peux activer le niveau sur mon écran. Pourquoi? On ne sait pas. Voilà, ça c'est les mystères de chez Canon. Tu ne sais pas vraiment pourquoi tu peux faire ça, mais bah, c'est comme ça. Autre défaut aussi que je peux citer à ce moment-là, c'est lorsque je sors directement en HDMI pour me mettre dans un mélangeur par exemple, je sélectionne un menu qui me permet d'avoir seulement l'image. Et je n'ai pas les menus directement de ma caméra, ça c'est plutôt cool. Mais quand je suis dans ce mode-là, eh ben, je ne peux plus enregistrer de vidéo. Pourquoi? Je sais pas. Encore comparé à l'autre, on peut dire, bah si oui, l'image est en train d'être processée en sortie, bah, peut-être que ça te prend du processeur, donc tu ne pourrais pas enregistrer. Encore ça, je peux comprendre, je peux me dire, bah oui, il y a une forme de logique là-dedans, tu vois. Mais ce que je vous ai cité précédemment, bah, c'est que des menus à afficher, bah, pareil, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Et pareil, quand tu es en enregistrement vidéo aussi, bah, tu perds un autre type d'affichage, tu n'as plus ton histogramme. Ça, c'est bien dommage. Autre défaut que l'on peut imputer à cet appareil, mais bon, là, je suis un peu circonspect, c'est sa monture. La monture, on va se retrouver sur du EFM. Donc le EFM, c'est la monture propre aux premiers appareils hybrides de chez Canon. Mais le parc d'objectifs qui était disponible n'est pas assez élevé. Mais une fois que tu lui mets une bague d'adaptation, tu peux adapter tous les objectifs de la gamme Canon en EF, qui, elle n'est pas illimitée, mais bon, il y a quand même de quoi faire. Donc voilà, grosso modo, c'est pour ça que je suis un peu... Enfin voilà, je suis un peu réservé quand je parle d'objectifs limités. Les objectifs pour la monture en elle-même sont limités. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a environ moins d'une quinzaine au total dans le monde, hein, moins d'une quinzaine si je ne me trompe pas. Par contre, une fois que tu mets la bague, bah, tu peux adapter tous les objectifs qui existent. Mais c'est vrai que lorsque tu mets la bague, bah, tout l'aspect compact de l'appareil est perdu, forcément. Mais voilà, on ne peut pas tout avoir visiblement à mon avis. Sauf si tu passes chez Sony, parce que là-bas, tu as un appareil compact avec une monture qui est ouverte et il y a beaucoup d'objectifs disponibles. Mais bref, je vais parler des objectifs dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me suivre ou à regarder les autres vidéos si vous voulez en savoir plus. Il y a deux choses dont j'ai oublié de vous parler dans ce test concernant cet appareil photo, c'est le TMG du montage. On va parler en premier d'un défaut, c'est de la stabilisation. Elle existe en deux niveaux, elle est électronique seulement. En photo, j'ai pas vraiment de problème une fois que l'objectif est stabilisé ou bien que vous le posez sur un trépied. Il n'y a pas de souci à noter par rapport à ça, mais quand on est en vidéo, bah, ça pose quelques petits problèmes. On peut noter pas mal de wobbling dans l'image, donc c'est l'image qui fait un peu d'ondulation, voilà, des effets d'ondulation qu'on va retrouver dans l'image. Ça dépanne, c'est bien, j'ai fait quand même pas mal de plans à main levée que je vous présente, que vous pouvez voir. Il y en a sur lesquels ça passe, il y en a d'autres sur lesquels c'est assez visible. Et donc, c'est à utiliser avec parcimonie. Ce sera toujours mieux de mettre cet appareil-là sur un stabilisateur ou un trépied, par exemple. J'ai d'ailleurs, par rapport à ce défaut-là, pu le comparer avec un Panasonic GH4 pour lequel la stabilisation, quand on le tient à main levée, est clairement bien au-delà. Donc, si c'est vraiment des plans que vous aimez faire à main levée, peut-être qu'il faudra revoir un peu vos considérations concernant cet appareil. Après, on pourrait parler aussi d'autres défauts qui... pour moi, en tout cas pour mon utilisation, ne sont pas des défauts, mais que j'entends. Hein. On n'a pas les modes manuels en vidéo, hein, c'est-à-dire que lorsque tu es en vidéo, forcément tu vas contrôler ton ouverture, mais également ta vitesse d'obturation. Là aussi, certains appareils, tu peux régler seulement ton ouverture ou seulement ta vitesse d'obturation en mode vidéo. Voilà. Bon, pour moi, j'arrive à vivre avec, mais je peux comprendre que certaines personnes, ce soit un peu plus difficile pour elles. Dans les fonctionnalités qui manquent, on peut noter aussi le fait que la batterie ne soit pas rechargeable directement depuis la prise USB Type-C qui est là. Ben voilà, ça c'est un peu dommage. Enfin, pour finir sur cet appareil, on va parler aussi de ces quelques fonctionnalités supplémentaires que je trouve quand même relativement intéressantes et qui peuvent servir, je pense, à beaucoup d'entre nous. C'est par exemple la sortie Clean HDMI, voilà, ça je vous en ai déjà parlé, mais on peut sortir directement le signal vidéo et puis le récupérer avec un mélangeur, avec son ordinateur, etc. etc. Ça te permet d'avoir tout le flux 4K de ton appareil et puis de pouvoir t'en servir pour faire du live par exemple. C'est ce que nous on utilise pour faire nos prestations en live et c'est plutôt cool d'avoir un appareil qui te permet de faire ça
tous les appareils photo ne te permettent pas de faire ça. La plupart des appareils photo, bah, tu vas te retrouver avec l'interface qui est quand même en surimpression. Et puis forcément, bah, quand tu transmets de l'image, tu n'as pas envie que tout le monde voit bah, que tu es dans tel ou tel mode ou machin bidule, quoi. On va parler également aussi de la prise USB-C qui se trouve sur le côté, qui te permet de pouvoir connecter ton appareil à ton ordinateur et de pouvoir t'en servir comme d'une webcam. Voilà, pareil, c'est des choses qui sont relativement intéressantes, qu'on ne trouve pas sur tous les appareils, même si ça devient de plus en plus fréquent aujourd'hui. Bah, c'est plutôt cool d'avoir une qualité d'image bah, d'appareil photo professionnel pour faire tout ce qui est visio, etc. On est également, mais bon, ça c'est évident, on a la possibilité d'utiliser une demi-batterie afin de pouvoir alimenter l'appareil en continu. C'est ce que moi je fais pour mes lives. Bah, du coup, j'ai pas forcément besoin d'avoir beaucoup de batterie. Bah, simplement, hop, une power bank, j'alimente l'appareil et puis ça me permet de pouvoir m'enregistrer pendant plusieurs minutes, quoi, tout simplement. On a également la possibilité de pouvoir le connecter en Wi-Fi directement à son smartphone ou à une tablette associée afin de pouvoir décharger les photos qu'on prend directement dessus. Ça, c'est plutôt cool, hein. On l'a fait lors d'une prestation. Ça permet au client de voir directement les photos et de pouvoir les sélectionner. Ça, c'est relativement intéressant. On a la possibilité, bien évidemment, de pouvoir contrôler l'appareil en remote depuis cette même tablette hein, et de pouvoir déclencher les photos. Bon, ben voilà, pareil, c'est des trucs qui deviennent de plus en plus communs, mais bon, je trouve que ça reste quand même assez intéressant bah, de le souligner, quoi. Bref, pourquoi aujourd'hui, moi, j'ai décidé de m'en séparer. Bon, j'en ai deux et j'ai besoin de trésorerie, bah, donc fatalement, je vais en vendre un et continuer de faire ce que je peux faire avec l'autre. Mais c'est surtout tous les défauts que je vous ai soulignés en vidéo. Bah, ça m'a donné aujourd'hui envie de faire évoluer mon matériel vers quelque chose qui est un peu plus fiable, tout simplement, en termes de vidéo, que je puisse lancer des enregistrements de façon illimitée, que je ne sois pas obligé de courir derrière l'appareil, que je n'ai pas peur d'avoir des histoires de surchauffe, etc., etc. Bref, j'ai envie de faire évoluer mon matériel et j'ai besoin de trésorerie pour ça. Donc, je me sépare de modèle et je me séparerai de l'autre modèle une fois que j'aurai acquis un modèle de remplacement à qui je le conseille personnellement. Je trouve que c'est un très bon appareil pour tous ceux qui sont en train de faire une transition. Vous êtes habitué à prendre des photos, des vidéos avec votre smartphone. Vous avez envie de rentrer dans le domaine, on va dire, un peu plus professionnel, mais vous n'avez pas forcément envie de dépenser énormément d'argent. Ben voilà, typiquement, ce type d'appareil photo-là, ben c'est assez pour vous donner envie de pouvoir vous intéresser à la photo. Et puis, on va dire que si ça ne vous plaît pas, ben vous n'avez pas dépensé énormément. Ça, c'est plutôt cool. Après, un truc aussi qu'il faut souligner, c'est que cet appareil-là va donner le maximum de son potentiel avec les objectifs que vous allez utiliser dessus. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Bref, je vous remercie d'avoir partagé cette petite vidéo en ma compagnie. J'espère que vous avez aimé ma présentation et mon petit retour d'expérience sur cet appareil photo-là que je conseille. En tout cas, tout en connaissant les limites, bien évidemment. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un pouce en l'air ou un pouce en bas. Et nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, geekez bien, partagez beaucoup, vivez mieux et surtout, recommencez. Allez hop, la batterie elle est morte, mais bon.